Yeah. Face à ma nerf. C'est le rendez-vous où nous décortiquons votre parcours, votre actualité. Face à ma nerf. L'excellence, le succès et la réussite. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. Face à ma nerf. Yeah. Yeah. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Face à ma nerf. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus. Il est président de l'association Conscience Républicaine. Mesdames et messieurs, Yvan, Eddy, Steve Mougani et Face à ma nerf. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir. Alors, Yvan Steve Mougani, vous êtes président de l'association Conscience Républicaine, qui est un think tank généraliste, un laboratoire d'idées animé par la volonté de participer activement au débat public en l'alimentant et en formulant des réflexions et des solutions sur les enjeux de notre époque. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, voilà. Alors, pourquoi, selon vous, d'aucuns pensent que cette association deviendra un parti politique? Je ne sais pas trop, mais je crois qu'il y a dans le microcosme politique beaucoup de cacophonie. On n'est pas habitué à un cercle de réflexion, à un think tank généraliste qui donne un peu son avis sur les questions qui font débat. Donc, non, c'est un cercle de réflexion. D'accord. Le but ultime, c'est juste... C'est un cercle de réflexion. Il n'y a pas quelque chose caché derrière. Pourquoi on cacherait? Les sigles, CR. Oui, c'est peut-être ça qui renvoie un peu, mais bon, CR, Conscience Républicaine, c'est une invitation que nous faisons. Ça reflète un peu les noms des partis politiques. Non, rien à voir. Voilà, alors, donc vous êtes républicain. Oui, oui, comme tout citoyen doit l'être. Ah, voilà. Alors, en juillet dernier, se sont déroulées dans notre pays des élections législatives et locales. Vous aviez récemment publié une tribune à cet effet. Alors, pouvez-vous, en quelques mots, nous donner des grandes lignes? Merci. Effectivement, nous avons publié une tribune sur les élections législatives et locales qui ont rythmé notre pays en juillet dernier, en respectant tout à fait le calendrier électoral. Cette tribune a consisté à mettre en avant un certain nombre d'observations par rapport à cet événement et nous avons été frappés, comme la plupart de nos concitoyens, par le fait qu'il y a eu un fort engouement pour ces élections au niveau des candidatures. Plus de 2000 candidats. Plus de 2000 candidats pour les 151 sièges de l'Assemblée nationale et encore plus pour les conseils. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes se sont intéressés à ces élections. Et là aussi, ça nous amène à faire une double lecture. D'abord, il y a le fait que, effectivement, cet engouement traduit une volonté de changement, une volonté de renouvellement du personnel politique. Et aussi, il faut le dire, dans notre société, la politique est présentée comme le meilleur moyen de s'en sortir. Donc on fait de la politique, pas par conviction, mais par recherche de renommée, d'argent. On fait de la politique pour exister. Et c'est un peu dommage. Et donc cet engouement, vous l'interprétez comment? Non, de ces deux façons-là. D'une part, une volonté d'apporter, de participer au changement, d'être à la décision. Et d'autre part, il faut dire la vérité, un côté où, grâce à la politique, on
on un existe. moyen raccourci. C'est un moyen de s'en sortir. On a remarqué l'engouement sur les candidatures. Il y a une autre phase. De plus en plus, on constate que les Congolais boudent les urnes. Il y a moins d'engouement des électeurs envers les bureaux de vote. Quelle est votre interprétation sur ce fait? Nous avons souligné cet aspect-là dans notre tribune. Effectivement, ce contraste saisissant entre un engouement sans précédent de candidatures et des électeurs qui ne se sont pas déplacés dans les bureaux de vote. Ça montre bien qu'il y a un problème. Et nos concitoyens commencent à perdre confiance dans l'organisation des élections, dans le dynamisme de notre démocratie. On a l'impression que voter ne sert à rien. Dans tous les cas, rien ne change vraiment. Donc là aussi, pour des raisons de crédibilité, il est important que lors des différents dialogues qui sont organisés sur la gouvernance électorale, sur les questions électorales, que ces questions-là soient prioritairement traitées. Parce que des élections pas crédibles ou bien des élections qui ne reflètent pas la volonté populaire dans une démocratie n'aident pas cette démocratie à s'affirmer. Il y a un vrai problème à ce niveau-là. Alors, beaucoup d'observateurs s'attendaient de voir les candidatures sous label CR aux élections législatives et locales. Alors, pourquoi vous ne vous êtes pas lancé? Mais ce n'est pas notre vocation. Tout à l'heure, on rappelait qu'on était un cercle de réflexion, nous ne sommes pas un parti politique. Et l'une des observations aussi que nous avons faites pendant ces élections, c'est la multiplicité des candidatures sous des labels indépendants. Ça montre aussi là qu'il y a une crise de confiance vis-à-vis des partis politiques. Et voilà, tout le monde estime qu'il est capable de se lancer. Ce n'est pas notre vocation, voilà pourquoi nous n'y sommes pas allés. Et il serait important de mener des réflexions afin de remettre de l'ordre un peu dans tout ça. C'est exceptionnel, les candidatures sous des labels indépendants. Normalement, dans un environnement bien organisé, je dirais, où règne la confiance, il faut que les candidatures découlent des partis politiques. Il y a plus d'engouement du côté politique. Donc pour vous, selon vous, les jeunes devraient plus s'intéresser à l'entrepreneuriat peut-être? C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Il est important que les jeunes, que les femmes puissent s'intéresser à la gestion de la cité. C'est même un bon signe parce qu'avant tout, pour qu'il y ait un climat favorable à la création d'entreprises, au développement de tous les potentiels, il est important qu'au niveau politique, qu'il y ait une certaine stabilité. Donc là, l'un n'empêche pas l'autre. Mais nous avons aussi au Congo le devoir, en quelque sorte, de remettre un peu d'ordre dans la vie politique. Alors pourquoi, selon vous, ces observateurs attendaient votre candidature ou vos candidatures? Je ne sais pas trop. Les labels CR. Parce qu'ils sont habitués à la cacophonie où tout le monde est candidat. Les candidatures émanent des partis politiques, normalement. Les autres aussi. Ce n'est pas faute de moyens? Non, pas du tout. Ce n'est pas notre vocation. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, cette association compte combien de membres déjà? Une bonne vingtaine. Comment faire pour adhérer? Comme dans toutes les associations, on remplit une fiche d'adhésion. Sur ligne ou sur le physique? Sur ligne et physique, bien sûr. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août de chaque année, vous aviez aussi publié une tribune. Alors, quel regard portez-vous sur la jeunesse de votre pays? Il faut dire que la jeunesse... Je rappelle que vous êtes du Congo-Brazzaville, la République du Congo. La jeunesse, c'est plus de 70% de notre population. Donc la jeunesse, c'est l'avenir, la jeunesse, c'est l'espoir. Et donc, cela est un signe de vitalité de notre pays. Il est important que les jeunes puissent être la priorité absolue. Mais nous constatons aussi que si ces jeunes ne sont pas correctement encadrés, ils peuvent devenir un problème. Donc cette tribune, en gros, rappelait l'importance
de faire de la jeunesse la priorité des priorités et de créer les conditions pour que notre société donne sa chance à chaque jeune. Et tout le monde ne jure que sur la jeunesse. Est-ce que ce n'est pas des slogans? Est-ce que, comme la jeunesse est une page blanche dont on peut tout écrire et tout le monde a le droit d'écrire sur la jeunesse? Que la jeunesse prenne ses responsabilités, qu'elle s'affirme. Elle est la majorité de la population, elle est l'espoir. Donc, à votre avis, elle n'est pas abandonnée? Bon, il y a des problèmes, c'est sûr. Nous voyons bien ici qu'il y a beaucoup de problèmes avec les jeunes. Mais il est important que les pouvoirs publics, que tout le monde, hein, les parents, que de façon collective, la société puisse faire de la jeunesse un atout pour la réussite de notre pays. Un autre sujet qui a défrayé la chronique, c'est l'avancement de l'âge de la retraite à 65 ans. Quel est l'avis du président de l'association Conscience républicaine? Je crois que la loi sur l'avancement de l'âge de la retraite a été adoptée en Conseil des ministres. Je ne sais pas si elle a été votée, mais ça va sûrement l'être. Donc, bon, le débat est un peu passé, mais deux petites observations. Je n'ai pas compris le problème que règle cette loi, cet avancement de l'âge de la retraite. Je n'ai pas trop compris. Et il faut dire que l'âge de la retraite prévu dans la loi est au-dessus de l'espérance de vie au Congo. C'est un peu étrange. Il faut dire aussi qu'on ne vit pas pour travailler. La question de la retraite, c'est de créer les conditions pour qu'elle soit vécue de façon correcte, digne, que les retraités ne soient pas maltraités. Mais ce signal-là, je ne l'ai pas bien compris. Je ne l'ai pas bien compris. Il fallait susciter un débat autour ou à l'Assemblée Ça aurait été mieux que la question soit effectivement débattue de façon large, hein, parce que c'est une vraie question de société. On aura des fonctionnaires beaucoup fatigués? Sûrement. Et on ne vit pas pour travailler. La retraite, ce n'est pas une punition, normalement. Donc il y a peut-être un mauvais signal que l'on envoie sur la perception que l'on fait de la retraite. Et puis, c'est un plafond de verre pour les jeunes qui vont devoir attendre longtemps avant de prendre des responsabilités. On verra les effets de la loi, mais je suis un peu sceptique. Voilà, autre chose à présent, l'association Conscience républicaine a organisé au mois de mars 2022 un petit déjeuner débat sur le thème « Qu'en est-il des langues maternelles au Congo ?» Alors, pouvez-vous nous en parler? Nous avons profité de cette occasion pour rappeler l'importance de nos langues maternelles qui sont le vecteur de notre identité. Voilà. Nous avons besoin de nous ressourcer, de nous réapproprier nos langues afin de nous reconnecter à notre identité. Et ça passe donc par la promotion, la sauvegarde des différentes langues maternelles et nous espérons... À quel niveau? À tous les niveaux. La langue, c'est la langue qui nous renvoie à notre identité. C'est la langue qui nous connecte à notre histoire. Mais ça passe mal dans certaines administrations. Mais c'est un problème. Comment vous comprenez qu'il soit mal... Ça s'appelle patois, entre guillemets. Là encore, ce sont malheureusement tout ça, là, c'est la colonisation qui est restée dans la tête. On est resté des assimilés. Et on a honte de nos langues, on a honte de nos traditions. La peur du repli identitaire. Ce sont des langues, ce ne sont pas des patois. Attention, il faut que nous-mêmes nous les valorisions. Il faut que nous-mêmes nous puissions les sauvegarder, les maîtriser et ça permettra effectivement d'affirmer notre... Donc vous êtes pour, par exemple, un jour qu'il y ait par exemple, à la télévision, un journal en Boshi, en Lari, disons Congo et autres, en Bembe? Ça existe déjà, il faut continuer sur cette lancée et aller même jusqu'à proposer des enseignements dans les langues maternelles, car il a été prouvé qu'un enfant qui apprend dans sa langue maternelle réussit mieux que celui qui est obligé d'apprendre dans une autre langue. Qu'est-ce qui a suscité cette réflexion à votre niveau? C'est un fait, c'est une logique, c'est normal. On est congolais, donc pour s'affirmer, il est important que nous
maîtrisions notre identité et ça passe aussi par nos langues, par nos cultures, par nos traditions. Que vous inspire le tribalisme? Le tribalisme, c'est la bêtise. Le tribalisme, c'est le poison de notre vie en commun. Le tribalisme, c'est à bannir complètement, c'est n'importe quoi. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que pour eux, le tribalisme, c'est aimer sa tribu? Le tribalisme, c'est la bêtise, ça n'a jamais apporté une quelconque avancée quelque part. Donc, à bannir complètement. Et lorsque vous encouragez les langues maternelles, est-ce que certaines personnes ne vont pas l'interpréter dans ce sens? Ça n'aurait pas de sens. Enfin, les gens se mettent mal à l'aise quand certains s'expriment dans leur langue maternelle. Et ils sont très à l'aise quand on s'exprime par une langue importée. Il y a quand même un souci à ce niveau-là. Ce sont des langues du Congo. Le Congo a cette myriade de langues, de cultures qu'il faut réussir à faire vivre ensemble. Voilà. Donc, vous comprenez aussi ceux qui donnent les prénoms de leurs enfants avec les noms, les prénoms, disons, les noms qui reflètent leur terroir. C'est la base, c'est ça qui est normal. C'est pas normal qu'on s'appelle Steve. Je veux vous raconter une anecdote. Je suis allé aux États-Unis et chaque fois que je donnais mon dernier prénom, donc Steve, et mon nom, Mugani, et que je ne parlais pas anglais, on trouvait ça bizarre. Comment ce monsieur qui vient du Congo porte un nom de chez nous? Ça n'a pas de sens. Il faut que, pour reconnecter avec notre identité, avec notre fond, il est important que nous portions des noms de chez nous. C'est normal, en fait. Ce sont des choses qu'il faille que nous normalisions dans notre société. Voilà, alors comme la plupart des pays dans le monde, le Congo dispose d'une diaspora disséminée ici et là. Il subsiste une crise de confiance entre les Congolais de la diaspora, particulièrement celle installée en Europe avec les pouvoirs publics. Nombreux sont ceux qui se plaignent d'un manque de considération des autorités, du fait aussi de ne pas avoir, par exemple, le droit de vote et aussi de la lenteur dans la résolution des problèmes qui minent la société. De l'autre côté, les voix se lèvent dans les rangs du pouvoir pour regretter comme un manque du patriotisme de la part d'une certaine diaspora et le recours systématique à une forme du Congo bashing, procédé qui consiste à salir l'image du pays. Alors, quel est votre sentiment par rapport à cette situation? Il est important de créer les conditions d'un dialogue, des conditions d'une vraie paix entre les Congolais. C'est la base, dans tous les cas. C'est ce qui revient souvent dans les discours du président de la République. Donc il faut apaiser les tensions. Au niveau institutionnel, il y a un ministère des Congolais de l'étranger. Je ne sais pas comment est animé ce segment-là, mais il est important qu'il joue pleinement son rôle afin de créer les conditions d'une relation apaisée. Maintenant, il faut dire que... Et les reproches, ce que revendique la diaspora, le manque de considération, ils ne sont pas considérés, ils n'ont pas le droit de vote. Il y a un ministère des Congolais de l'étranger. Je ne sais pas comment sont formulées les revendications, mais là aussi, je pense qu'il faut créer les conditions d'un dialogue et voilà, poser tous ces problèmes-là. Le droit de vote des Congolais de l'étranger, pourquoi pas? On l'a vu partout ailleurs. Plusieurs pays africains font voter leur diaspora. C'est une question qui a tout son sens, oui. Et il y a une autre revendication, peut-être qui ne va pas concerner le ministère en question. Par exemple, à l'intérieur, on les accueille mal, ils ne sont pas aidés au niveau de la douane, on ne les accompagne pas dans l'installation, comme on fait au Mali et dans d'autres pays au Sénégal. Ah non, mais nous avons un ministère des Congolais de l'étranger. Donc peut-être que l'information ne circule pas bien, peut-être que les gens ne savent pas par quel canal passer, mais je pense que de ce côté-là, il y a moyen de créer les conditions pour
que les déplacements se fassent sans problème. Et les voix qui se lèvent du côté, dans les rangs du pouvoir, pour dire qu'ils ne sont pas patriotes, qui salissent l'image du pays. Bon, tout le monde doit comprendre que le Congo, c'est notre bien le plus précieux. Donc on doit faire attention à préserver son image, à valoriser son potentiel et donc à créer les conditions d'une vraie paix. Voilà, parlons santé et nous allons parler de la Covid-19. Alors, ces 2 dernières années, le monde a été secoué par la pandémie du Covid-19. Alors, peut-on dire que le monde, disons, le pire est derrière nous? Nous l'espérons vraiment. Il faut dire qu'ici et là subsistent des foyers de recrudescence du virus avec différents variants, mais la tendance est à la baisse, la tendance générale. Et nous espérons vivement que le pire soit derrière nous. Donc le pire peut-être n'est pas encore derrière, il y a des foyers de résistance, on peut dire. La pandémie n'a pas disparu. On parle du barreau du singe. La pandémie n'a pas disparu, Dieu merci. L'Afrique, ce n'était pas l'hécatombe annoncée. Les décideurs politiques ont pris des décisions très courageuses pour faire face à cette pandémie et nous espérons vraiment que le pire est derrière nous. Et sur ce point, l'Afrique en général et le Congo en particulier n'ont pas été le théâtre de ce drame annoncé par les grandes puissances, surtout occidentales, qui ont annoncé l'hécatombe. Dieu merci, mais il faut dire aussi qu'il y a eu des décisions fortes. Je me rappelle au tout début de l'épidémie, décembre 2019, janvier-février 2020, le Congo avait déjà pris des dispositions pour la riposte. La riposte Covid. À l'époque, Madame Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé, il y avait déjà des dispositions. Et vous, comment vous avez apprécié cette riposte? Pour d'aucuns, c'était un peu trop dur. Bon, c'était un phénomène nouveau, et c'était dur, effectivement. Il fallait tout de suite prendre des décisions dures et courageuses. Et le Congo s'en est plutôt bien sorti. Bon, aujourd'hui, je vois qu'il subsiste des demandes de tests Covid pour les déplacements à l'étranger. Je ne sais pas si c'est encore pertinent, mais à un moment, le masque continue dans les lieux fermés. La pandémie n'est pas totalement éradiquée, donc il faut toujours respecter les gestes barrières. Ce n'est pas une maladie qui vient de l'intérieur, c'est de l'extérieur. Et ceux de l'extérieur, tout est annulé, il n'y a plus de masques en France, par exemple. La France a ses réalités, nous avons les nôtres. Les autorités sanitaires ont estimé qu'il faut continuer à porter le masque. Ceci dit, il est important de respecter les gestes barrières car la pandémie n'est pas encore éradiquée. Donc, ce n'est pas exagéré ces ripostes? À un moment, ça a été très difficile. C'était nouveau. Le monde a été secoué, comme vous l'avez dit. On a fait ce qu'on a pu de façon courageuse. On a sauvé des vies, je crois que c'est le plus important. Alors, autre chose à présent, on va évoquer l'actualité. Quelle lecture faites-vous sur l'invasion russe en Ukraine, communément appelée la guerre en Ukraine? C'est toujours triste de constater que la guerre peut à tout moment fragiliser l'équilibre mondial. Donc nous regrettons que cette guerre-là, surtout qu'elle a des conséquences directes sur la situation de notre continent avec l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Nous nous alignons sur la position de l'Union africaine et du Congo qui demande à chaque partie de se mettre sur la table et de privilégier le dialogue afin de finir ce conflit. Alors, sur ce point, la neutralité du continent, de ne pas prendre position? Non, le continent n'est pas neutre. Le continent demande à chaque partie de se mettre sur la table des négociations. Mais le continent n'a pas condamné l'invasion. Mais ce n'est pas le but. Ça servirait à quoi, au fond? Le continent prône la paix. Donc il faut que les belligérants, accompagnés de la communauté internationale... Donc vous n'appelez pas ça neutralité?
Non, c'est une position claire, c'est pas une neutre. Pourquoi il faut choisir un camp, puisqu'à la fin, c'est la paix que nous recherchons. Je pense que la position de l'Union africaine et celle du Congo est la meilleure. Alors, comment Yvon Eddy Steve Mougani a-t-il vécu la disparition de la reine d'Angleterre, Elisabeth II? L'Angleterre perd, avec la disparition de sa reine, une figure emblématique. Il faut rappeler qu'elle a régné pendant 70 ans. Elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Les Anglais l'appelaient même mère. Bien sûr, c'est triste pour eux. Et nous ne pouvons que compatir. Et le président de la République s'est rendu aux obsèques et a sûrement présenté les condoléances du Congo au peuple ami de la Grande-Bretagne. C'est une histoire qui se tourne. Sûrement, 70 ans de règne, c'est pas rien. Et vous, personnellement, en vue de l'Afrique, la reine d'Angleterre? Personnellement, non, mais en tant qu'Africains, effectivement, nous étions habitués à cette figure emblématique. Nous n'oublions pas que sur l'Afrique, parfois, elle a manqué de courage et même, nous nous rappelons de l'apartheid en Afrique du Sud, où la reine d'Angleterre n'a pas forcément pesé de tout son poids pour arrêter cette injustice. Mais bon, voilà. Et les voix de certains Africains qui réclament le pardon, les réparations et la restitution de certains trésors. Je suis de ceux qui pensent que les Africains devraient se concentrer sur ce qu'il y a lieu de faire chez eux et commencer à avoir la bonne attitude pour développer leur pays avant le pardon et tout ça. Ça ne changera rien à notre réalité, pour l'instant en tout cas. Concentrons-nous à faire le nécessaire pour que nos pays puissent se développer. Voilà, alors nous allons vers la fin de notre programme. On ne va pas finir ce programme sans pourtant évoquer une autre actualité, les récurrents coups d'État ici et là, les coups d'État des fameux colonels. Et dernièrement, on a appris qu'au Burkina Faso, il y a un énième coup d'État. Votre avis là-dessus? C'est triste. C'est triste parce que en général, les coups d'État n'ont pas apporté les solutions attendues, mais ces coups d'État expriment une vraie tristesse, expriment des attentes importantes au niveau des populations qui n'ont pas été convaincues par la façon dont le cycle démocratique s'est déroulé là-bas. Donc, je crois qu'il y a nécessité à approfondir les réflexions sur les raisons de la recrudescence des coups d'État. Et sur le cas burkinabé, depuis la chute du président Compaoré, après ce qu'on peut appeler une transition de Marc Christian Kaboré, là, c'est des coups d'État à répétition. Oui, mais voilà, c'est l'instabilité, c'est l'insécurité qui pointe, parce qu'il faut dire que les djihadistes dérangent beaucoup le pays dont on parle. Et voilà, il y a un ensemble de problèmes qu'il est important de traiter. Au-delà même des sanctions et tout ça, le fond du problème n'est pas encore correctement, j'ai envie de dire, appréhendé. Alors, Yvon Eddy Steve Mougani, récemment, le gouvernement de la République a été remanié. Un mot là-dessus, sur le remaniement de l'équipe gouvernementale? Vivement que le gouvernement se mette au travail et que le PND 2022-2026 soit... Le PND, c'est quoi déjà? Plan national de développement, qu'il soit pleinement appliqué et que, je l'espère, porte des résultats concrets. Et sur le regard que vous portez sur le remaniement? Non, mais c'est ça, que le gouvernement, Makosso 2, ne ménage aucun effort. Les hommes choisis? Non, ça c'est à la discrétion du président de la République. C'est lui qui décide, après consultation avec le Premier ministre. Nous ne pouvons pas intervenir à ce niveau-là. Nous souhaitons donc bonne chance à la nouvelle équipe et qu'elle fasse le nécessaire pour que le pays puisse avancer.
Et jusqu'où voulez-vous aller avec cette association Conscience républicaine? Ces objectifs sont connus. Comme elle ne sera pas demain un parti politique. Demain est un mystère, mais ce n'est pas le but, hein, en vérité. Concentrons-nous sur le présent. Nous sommes un cercle de réflexion qui a pour objectif d'alimenter le débat public et notre leitmotiv, c'est réfléchir, inspirer et proposer. Et est-ce que inspirer et proposer ces genres de réflexion ne peut pas emmener le président de Conscience républicaine d'avoir envie de diriger la société, la cité? C'est pas une fin en soi. On peut, à notre niveau, nous avons le sentiment d'apporter quelque chose. Et là aussi, c'est un mauvais signal. C'est un mauvais signal que nous donnons aussi à nos populations de croire que tout passe par la politique. Tout le monde doit faire de la politique. C'est un mauvais signal. Il faut que toutes les énergies concourent au bien de la société. Chacun, à sa manière, doit pouvoir apporter un plus pour la bonne marche de la société. Il faut qu'on arrête avec la politique qui doit régler tous les problèmes, tout passe par la politique. Moi, si c'était vrai, ça se saurait. Alors, c'est la fin de notre programme. Est-ce que vous avez un sujet qu'on n'a pas évoqué, qui vous tient à cœur? Oui, je pense que nous n'avons pas assez parlé, même en général, nous ne parlons pas assez de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, qui va entrer en vigueur dans notre pays dans 8 ans, je crois. Et ça va venir un peu bouleverser les échanges intra-africains. Il est important que tous les efforts du gouvernement, de la société civile soient mis en commun de sorte que nous soyons prêts, le moment venu, à faire face à ces bouleversements-là. Il faut dire qu'il y a nécessité de faire en sorte que les artisans congolais, les entrepreneurs congolais puissent être capables d'exporter, puissent être capables de s'ouvrir à d'autres marchés et de ne pas se laisser damer le pion, j'ai envie de dire, par les autres qui auront accès à notre marché. Donc, il est important que toute l'action publique concourt à créer les conditions pour qu'au Congo, nous soyons prêts à tous les niveaux à ce grand marché intra-africain. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Yvan, Eddy, Steve Mougani, merci. Merci beaucoup. C'était la face à Maner avec comme invité Yvan, Eddy, Steve Mougani, qui est bien sûr président de l'association Conscience républicaine. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut. L'icône du 242.